À la une, Saint-Pierre-sur-le-Pont, les quelques 4000 électeurs inscrits dans les 6 bureaux de vote se sont déplacés en masse pour le second tour des municipales partielles. Comment s'est traduite l'affluence? Dans quel état d'esprit se trouvaient les candidats? Le point dans ce journal. Branle-bas de combat pour le Semblé Fort-de-France, les partisans du Palima de Francis Carole. Les patriotes et sympathisants étaient nombreux ce matin route de Mout. Ils ont lancé leur campagne pour la future collectivité unique. Dans tous les diocèses de l'île, on célébrait la messe des rameaux. Nous entamons donc le début de la semaine sainte. Ce matin, palme de Sika en main, vous étiez nombreux à vous rendre dans les églises. Découverte ce soir également d'un outil de plus en plus plébiscité dans l'île, le chauffe-eau solaire. Quels sont les avantages? Pourquoi favoriser l'appareil? Décryptage dans quelques instants. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Débutons ce journal avec l'actualité politique du jour, le second tour des municipales partielles de la ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui est depuis maintenant 1 heure dans l'attente des résultats. Et dès ce matin 8 heures, les électeurs inscrits dans les 6 bureaux de vote se sont déplacés en masse. À 18 heures, heure de fermeture des bureaux, le taux de participation provisoire était de 72,84%. Il était de 68,69% la semaine dernière. Retour sur l'affluence observée aux urnes dans la matinée avec Volana, Razafi, Manansoa et Hélène Renaud. D'un côté, les rouges, de l'autre, les jaunes. Devant le bureau de vote principal, les supporters des deux candidats ne se mélangent pas. Pour le moment, comme c'est le vote, alors c'est après quand ça va être fini. Et les gens vont se mélanger, mais il n'y a pas de souci pour ça. Mais le rouge, c'est la victoire pour nous. Eux, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Nous, c'est la victoire, voilà. À quelques heures du verdict, l'anxiété se lit sur les visages. Certains n'hésitent pas à monter en pression. On a d'abord l'appui pour arroser le rouge sang, donc le sang, hein, et le jaune qui est le soleil qu'on aura bientôt, j'espère, pour faire sortir Saint-Pierre justement du sanguinaire pour aller vers le soleil. À l'intérieur du bureau de vote central, peu de monde à midi. Beaucoup de pierrotins s'étaient rendus aux urnes dès l'ouverture et à la sortie de la messe. Comme dimanche dernier, l'effervescence se fera sentir après le dépouillement. Je crois que c'est au coup par coup, on verra, parce que dimanche dernier, même si on était organisé, c'était impossible de mettre l'organisation en marche. Alors bon, on verra. Je peux rien vous dire parce que c'est au coup par coup. Mais ce soir, ce sera organisé différemment que la semaine dernière, ça je peux vous l'assurer. Dans l'école maternelle, certains viennent en famille, d'autres tout seuls. Mais l'important reste d'accomplir son devoir de citoyen. Je suis venue avec ma fille pour voter parce qu'il faut qu'elle soit consciente que c'est un acte important et qu'il faudra qu'elle le fasse plus tard. Pour un pierrotin, c'est de voter. Et pour le changement, pour faire avancer un peu ce qui se passe à Saint-Pierre, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ici, la disposition des lieux a été modifiée par rapport au week-end dernier pour apporter davantage de fluidité. Ça va beaucoup mieux parce que les gens peuvent circuler plus facilement puisqu'on a changé un petit peu le sens. Vous avez vu des tables, les contrôles se font dès l'entrée et ils sont plus facilement arrivés, en tout cas à l'urne, pour voter. Mais visiblement, ça n'a pas plu à tout le monde. Et dimanche dernier, il est venu, il y avait un ordre des choses. Maintenant, on lui dit qu'il faut passer dans ce bureau, sur cette table d'abord pour récupérer les bulletins, passer à l'isoloir d'abord. Il n'a pas compris ça. Si vraiment ça arrive à l'extrême, il y a des combats physiquement, on fait appel à la police et à la gendarmerie directement, puisqu'on a contact toutes les demi-heures avec le sous-préfet de Saint-Pierre. Selon les délégués de ce bureau de vote, en dépit de cet incident, la journée s'est déroulée dans le calme. À voter. Si certains montraient une certaine anxiété, la journée s'est déroulée dans le calme. Quelle était la tendance dans les rues de la commune? Éléments de réponse avec Hélène Renaud et Volana, Razafi, Manansoa. À Saint-Pierre, la mer est d'un calme plat, tout comme les rues de la ville. L'effervescence se trouve dans les bureaux de vote. Les rares pierrotins que l'on croise en reviennent tout juste. Ça y est, je viens tout juste de voter. J'ai voulu exercer mon droit civique déjà. J'ai le droit, voilà, c'est un devoir, mon devoir civique. Et puis bon, Saint-Pierre, je vois que c'est une belle ville et puis qui mérite d'avoir un bon maire. Dimanche dernier, j'ai voté et aujourd'hui, j'ai voté aussi. Vous votez à chaque fois? Tout à fait. C'est un devoir de citoyen, je le fais. Pourtant, dans ce bar PMU, personne n'est pressé d'aller voter. Chacun a ses priorités. Après ça, j'ai déjà acheté mes chevaux. Je pense dans un quart d'heure, ce sera fait. Et les chevaux, après le maire.
Tout est donc une question d'organisation. Certains habitants ont aménagé leur planning pour être sûrs de pouvoir voter. Je suis parti à 9h moins le quart, assez tôt en fait, parce que je me suis dit que c'est mieux d'y aller avant la sortie de la messe. Parce qu'après la messe, il y aura beaucoup de monde, donc j'y suis allé avant le rush, on va dire. J'irai voter entre 14h30 et 15h30. Parce qu'il faut qu'à 16h30, je sois au travail, je suis agent de sécurité, je travaille de nuit. Donc ce pouvoir que nous a donné entre les mains, nous devons à tout prix l'exercer. C'est la simple raison. Maintenant, nos opinions personnelles, nous les gardons pour nous. Mais plusieurs Pierrotins n'hésitent pas à clamer haut et fort leurs préférences partisanes. Je n'ai pas vu de changement à Saint-Pierre. Les wins sont abandonnés, les routes sont abandonnées, les entreprises surtout de Saint-Pierre sont abandonnées. Moi, je pense que M. Rafa pourra faire le changement d'ici dimanche soir. Saint-Pierre, actuellement, il a commencé à changer. M. Martin a mis des belles banou, mais en bonne selle, en bonne traite, parler voter, Au-delà des différences, la majorité des Pierrotins se retrouvent aujourd'hui autour des urnes. À 15h, le taux de participation était de 57,20% contre 54% dimanche dernier, à la même heure. Et toute la rédaction d'ATV est mobilisée pour vous faire vivre cette soirée électorale. Priorité au direct dans ce journal jusqu'à l'annonce des résultats. Fanny Marceau, vous vous trouvez dans le bureau centralisateur de la commune de Saint-Pierre. Quelle est l'ambiance ? Alors oui, ici au Célia, nous sommes au bureau central, donc installé à la mairie, dans le hall de la mairie. Le dépouillement a commencé à très exactement 18h35. On a recompté les votants, bien sûr. On a rassemblé les enveloppes par groupe de 100 bulletins. On s'est mis d'accord sur qui fait quoi, qui ouvre l'enveloppe, qui lit les bulletins. Est-ce qu'on fait des ronds ou des carrés pour noter chaque candidat. Et puis voilà, au terme de la première enveloppe de 100 bulletins, on compte donc 54 voix pour Christian Rafa et 40 voix pour Raphaël Martin. La deuxième enveloppe est en train, à l'instant où je vous parle, d'être complètement recalculée. Donc le résultat va sortir d'une seconde à l'autre sur cette deuxième enveloppe. En tout cas ici, beaucoup de monde surveille en silence le dépouillement. Je dis en silence, mais ça commence un peu à parler derrière moi. Pourtant, juste avant que vous n'arriviez, eh bien, le président du bureau, au terme de la première enveloppe, a remercié et félicité surtout le public autour pour son silence et pour son respect du travail du bureau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce bureau, les Pierrotins se sont fortement mobilisés. 440 votants sur 608 inscrits, c'est 32 votants de plus que la semaine passée. Au total, Saint-Pierre, on a 73,91% des inscrits qui ont glissé leur bulletin dans l'urne, soit 2977 personnes. C'est 285 personnes de plus que la semaine dernière. La preuve, s'il en était besoin, que les Pierrotins ont à cœur de choisir leur maire, un maire que l'on espère incontestable au terme de cette soirée au Célia. Fanny Marceau, merci beaucoup. Nous vous retrouvons à tout moment dans ce journal. Et pendant que les habitants de Saint-Pierre scellent le sort des candidats en lice pour la mairie, Raphaël Martin, le maire sortant, et Christian Rafa ont vécu la campagne jusqu'aux dernières heures. Fanny Marceau. S'il y a des gens de notre camp adverse qui sont là, oui, tu restes là. Il n'y a pas de problème, je te remercie. Ok ? Allez, je te remercie. Sa femme, sa sœur et toute une armée jaune. Christian Rafa ne manque pas de soutien. Il y a 14 ans, Marcel militait pour le camp Martin. Aujourd'hui, elle fait partie des pro-Rafa et depuis le début de la campagne, elle ne se donne aucun répit. Faire la liaison entre les bureaux et la mairie, parce que sur les listes d'émargement, nous avons des procurations qui ne sont pas encore inscrites, qui sont arrivées peut-être ce matin. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir voter, mais qui ne peuvent pas se déplacer, enfin qui peuvent se déplacer, mais bon, quand on habite Périnelle, ça fait quand même une bonne petite route pour venir jusqu'au bureau de vote. Donc, certaines personnes nous demandent d'aller les chercher, de les amener dans les bureaux et de les ramener chez eux. La mission est lourde. En ce dernier jour J, pas question de se relâcher. Marcel va même dans les bureaux pour s'assurer que les rouges ne gagnent pas de terrain. En attendant, une autre équipe s'affaire au QG, celle des cuisinières. Josiane et Marie-Françoise sont les cordons bleus de la campagne et elles non plus ne comptent pas leurs heures. Je suis arrivée vers 7h30. Parce qu'il fallait récupérer des petits pains à côté pour emmener pour le sandwich. On a déjà envoyé les petits déjeuners au bureau, à boire et à manger, parce que c'est normal, ils sont quand même fatigués. Fatigués mais déterminés dans cette cuisine, chacune a son histoire avec Christian Rafa, une histoire qui remonte à plus de 20 ans et qui n'est pas prête de se terminer. Je lui ai fait la promesse
d'être avec lui jusqu'à ce qu'il soit à la mairie. Et jusqu'à ce qu'il soit à la mairie de Saint-Pierre. Même ferveur, même passion, mais peut-être plus de tension ou de secret. Chez Raphaël Martine, pas question de filmer entre les murs. L'interview se fait donc de l'autre côté de la route pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une vingtaine de personnes, comme une petite fourmilière, qui suivent les opérations en termes d'organisation, mais aussi le ravitaillement de nos sympathisants qui opèrent dans chaque bureau. Des bureaux que le candidat lui aussi parcourt toute la journée, l'occasion de rencontrer des supporters. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pas sûr que la chance soit de la partie. Ce soir seul compte l'avis des Pierrotins. Jaune ou rouge, il faudra choisir une couleur. En tout cas, ce soir, Saint-Pierre sortira du flou politique qui la couvre depuis un an. Et chez nos voisins de la Guadeloupe, qui votaient quant à eux pour le second tour des élections départementales, 16 cantons restaient à pourvoir après le scrutin des dimanche dernier. Cette semaine, les électeurs ont mieux voté que la semaine dernière. À 17h, le taux de participation provisoire était de 40,77%, un taux qui marque une augmentation de 5 points par rapport à la semaine dernière. Au chapitre politique toujours, la campagne pour la collectivité unique a elle aussi débuté pour le Rassemblement Semblé Fort-de-France. Les partisans du Palima de Francis Carole, les patriotes et sympathisants étaient nombreux ce matin route de Mout pour réunir les forces. S'il s'agissait en premier lieu de présenter le projet du chef de file dans la section Fort-de-France, c'était aussi l'occasion pour les mouvements indépendantistes de montrer leur détermination. Plus de précisions avec le président du Palima et chef de file des patriotes à Fort-de-France. Des propos recueillis par Guillaume Bacoul. Aujourd'hui, nous avions voulu d'abord, dans une intention pédagogique, expliquer ce qu'est la nouvelle collectivité, le mode de scrutin. C'est très important que chacun comprenne comment ça se passe. Et puis il y a un enjeu politique. L'enjeu politique, c'est le bilan catastrophique du néo-PPM et de sa succursale Ensemble pour une Martinique nouvelle. Eh bien, nous avons voulu montrer à quel point ces gens avaient plongé la Martinique dans la catastrophe et tous les indices économiques le montrent de manière extrêmement claire. Il faut une alternative, il faut changer d'équipe. Et je crois que ceux et celles qui sont venus l'ont parfaitement compris. À nous aujourd'hui de labourer le terrain afin que la victoire soit claire en décembre 2015. Les organisations ont pris comme décision d'envoyer Nilor dans le sud, Francis Carole à Fort-de-France, Marie-Jeanne dans le centre, ce qu'on appelle le centre atlantique, et dans le nord, Claude Lise. Et puis bien entendu, nous avons comme tête de liste Alfred Marie-Jeanne, et nous avons décidé de confier à Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne une mission particulière d'animation de toute cette équipe. Donc nous sommes en ordre de bataille. Nous avons évidemment les bras ouverts, nous pouvons accueillir tout le monde, mais bien entendu, je crois qu'il faut que chacun comprenne que l'objectif est de gagner pour la Martinique, et que les coquetteries personnelles doivent être mises de côté au profit des seuls intérêts qui comptent, c'est-à-dire l'intérêt de la Martinique et l'intérêt des Martiniquais. Et l'actualité de ce dimanche, c'est aussi le début de la Semaine Sainte. Dans tous les diocèses de l'île, on célébrait ce matin la messe des rameaux. Une semaine avant Pâques, les catholiques du monde entier célèbrent l'entrée de Jésus dans Jérusalem. En Martinique, palme de Sika en main, les fidèles s'étaient déplacés en masse dans les églises. Guillaume Bacoul. Rameaux en main, ils ont répondu à l'appel. À l'image de la foule accompagnant le Christ lors de son entrée à Jérusalem, la foule des fidèles martiniquais était bien à l'église ce matin. Il faut dire que ce dimanche des rameaux est l'un des temps forts du christianisme. Ça commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem, et aussi ça débute la semaine sainte qui justement c'est une semaine très importante pour les chrétiens. C'est le rameau. C'est le symbole qui représente l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ah oui, c'est très important. Ça nous permet de nous préparer pour entrer dans les pas de Jésus sur le chemin de sa passion. Non, c'est une messe qu'on ne peut pas rater du tout. Mais le moment fort de cette messe, c'est bien la bénédiction des rameaux. Ici, pas de branches d'olivier, mais de Sika. Elles seront conservées durant un an, comme le veut la tradition. La tradition ne se perd pas. Tous les ans, on va à la messe et puis on agite nos rameaux, donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a un sursaut depuis cette année. Parce qu'on avait l'impression que les gens se désintéressaient. Déjà à l'église, il y avait beaucoup de gens qui n'en avaient pas. Et cette année, il y en avait un peu plus. Après quelques années d'oubli, la tradition tend à perdurer et se transmet désormais aux générations nouvelles. À Redoute, comme dans le reste de l'île, c'est rameaux à la main que les ouailles sont rentrés à leur foyer.
Un outil maintenant de plus en plus plébiscité dans l'île, le chauffe-eau solaire. L'appareil a été propulsé par EDF grâce au programme Agir Plus. Il s'agit de sensibiliser les foyers aux énergies renouvelables. Les Martiniquais semblent séduits. Il faut dire que c'est un investissement qui entraîne une réduction de la facture d'électricité, mais aussi des avantages financiers d'installation. Loïc Régis. Voici le nouveau chauffe-eau solaire de Jocelyne, d'une capacité de 160 litres. Il alimentera un foyer de 4 personnes. Le dispositif est accompagné financièrement par EDF et la région. Jocelyne a choisi l'énergie renouvelable depuis plusieurs années maintenant. Une décision avant tout économique. Que ça faisait baisser un petit peu la facture d'électricité. Le souci d'économie aussi, le souci de l'environnement aussi qui est important aussi, je suppose. Moins d'utilisation de l'essence. Voilà. Jean-Claude est l'un des plombiers agréés de l'entreprise qui fabrique les chauffe-eau solaires. Au fil du temps, l'outil trouve sa place sur les toits des habitations martiniquaises. Ça fait une vingtaine d'années que je pose des chauffe-eau solaires et de plus en plus, je constate que les Martiniquais en achètent. Surtout ces jours-ci, il y a ce dispositif avec l'EDF. Ils en ont beaucoup acheté. Moi, je vous dis sincèrement, je suis crevé après chaque journée tellement on en a posé. En moyenne, chaque mois, ce sont 50 chauffe-eau qui sortent de cet atelier, le seul fabricant du genre en Martinique. Conscient des points forts de son produit, le responsable de la structure a développé une collaboration avec EDF dans le projet Agir Plus, un partenariat qui ne présente que des atouts selon lui. Faire partie de ce réseau est un avantage, que ce soit pour nous, mais aussi pour les clients, parce qu'on leur permet par ce biais de bénéficier d'aide à l'achat, à l'acquisition d'un chauffe-eau solaire. Pour un équipement, le consommateur bénéficie d'une aide allant de 180 à 450 €. Un accompagnement qui s'inscrit dans une logique de transition énergétique. La loi sur la transition énergétique, effectivement, est déjà en cours. Et donc, EDF Martinique est une partie prenante directe. Donc, effectivement, nous interagissons avec tous nos clients, qui donc particuliers, professionnels, collectivités locales. En fait, tous les clients qui consomment l'énergie en Martinique. 1300 installations en 2012, 2400 en 2014. Le secteur est en plein développement en Martinique. Il pourrait dépasser le cadre environnemental. C'est un formidable élément économique puisque derrière toute cette démarche, c'est toute une filière que nous structurons avec de la pose, avec de la formation et accompagner les acteurs locaux pour qu'ils produisent sur place les chauffe-eau solaires qui seront posés en Martinique et qui pourront être de formidables produits de concurrence pour la Caraïbe. 200 autres entreprises sont partenaires du projet Agir Plus, une dynamique énergétique d'ensemble. À l'horizon 2020, la Martinique devrait réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous découvrirez une alternative intéressante pour éviter les soins en structure hospitalière. Avoir le même service qu'à l'hôpital, mais chez soi, c'est possible. Et puis à venir, les danseurs qui représenteront la Martinique au concours national de danse en mai prochain. Le concours local se déroulait aujourd'hui à Fort-de-France. Mais avant, coup de projecteur sur la proposition de loi renforçant la lutte contre la prostitution. Le dossier sera examiné à partir de demain et ce jusqu'à mardi au Sénat. L'occasion de faire un état des lieux sur les réalités locales des travailleuses du sexe. Pour en parler, nous recevons ce soir Arlette Suzanne, coordinatrice d'enquête sur le programme des travailleurs du sexe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce projet de loi, on en parle depuis 2013. Des mesures seront adoptées, comme la réintégration du délit de racolage. D'autres sont abandonnées, comme celle visant à pénaliser les clients. Comment interprétez-vous cette proposition ? Vaste débat. C'est un vaste débat, mais la proposition, comment on peut l'interpréter? Sinon qu'il fallait les chercher, les clients. Et je crois que si on remonte au plus loin de la loi, il n'y a aucune loi française qui, jusqu'à aujourd'hui, au moment où cette proposition va passer au Sénat, qui interdit de manière ferme la prostitution. Et c'est là tout le débat. Alors justement, le débat également, il se passe dans la rue avec les faux yalets. Pour certains, c'est un retour en arrière, pour d'autres, une bonne idée. Écoutons ce qu'ils en pensent. Ce serait une bonne chose de pénaliser parce que par rapport, pour protéger aussi les prostituées, parce que ce n'est pas une bonne chose d'être dans la rue et il n'y a pas d'avenir dans cela. C'est une bonne chose, hein, puisqu'elles ont dû aller dans leur pays pour faire la prostitution. Parce que ici, elles prennent tout le trottoir des terres invides, c'est pas une bonne chose. Et il y a des enfants là. Racolage, pour moi,
c'est pas ce qu'il faut, c'est pas bien. C'est surtout aussi pour l'hygiène, pour moi. Pour que les femmes soient surveillées, n'attrapent pas des maladies. Et puis pour les clients également. J'ai pas d'opinion à ce sujet, non. Je sais pas trop. Peut-être une bonne chose, mais bon, avec le taux de chômage qui est en Martinique, qui a encore augmenté, ce serait ajouter encore des chômeurs en Martinique. Si elle ne fait pas ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a pas de boulot ailleurs, etc. Elle a des enfants, il faut qu'elle nourrisse ses enfants, voilà. C'est un libératif philosophique du veulent. Il y a des gens qui se nourrissent de cela, donc je ne vois pas pourquoi ils vont faire ça. C'est en fait mettre des gens dans une bêtise en fait. Après, si les gens se prostituent pour avoir de l'argent, c'est qu'ils savent pourquoi. C'est regrettable, mais ça continuera d'exister. Je crois qu'il faudrait surtout le légaliser. Voilà. Alors Arlette, Suzanne, des réactions par rapport à tous ces propos? Oui, parce qu'on se rend bien compte que la prostitution en elle-même est un vaste débat et que, voilà, quoi, que les gens parlent des choses où il y a beaucoup de confusion. Sur le débat, je crois qu'il faut être clair sur ce qu'on peut appeler prostitution ou pas prostitution. Il y a une chose, en tout cas, que moi je me dis, c'est qu'aucune prostituée n'a été vraiment entendue pour savoir ce qu'elle pense de cette loi. Maintenant, et je crois qu'il y a une personne qui l'a dit, c'est sûr que ça va entraîner des problèmes sur la santé publique, quoi, parce qu'aujourd'hui, on peut travailler avec des associations en lien avec ces personnes, donc on peut travailler aussi sur la santé publique et surtout sur la santé publique. Maintenant, si on doit pénaliser, ben, elles iront où? Elles iront là où on ne va pas les trouver, là où il va falloir qu'on les traque. Et forcément, si elles n'ont pas de suivi médical, parce que en fait, je ne dis pas que ça doit être visible. Alors justement, vous participez, vous avez mené une enquête sur de nombreux mois concernant la réalité locale sur le terrain. Vous avez également comptabilisé 500 prostituées journalièrement dans les rues de Fort-de-France. Alors c'est quand même un chiffre impressionnant pour une si petite île. C'est un chiffre impressionnant sur une petite île, mais il faut aussi délocaliser la prostitution. Alors aujourd'hui, on a un lien fort qui est bien ciblé pour la prostitution, qui est le quartier des Terre-Saint-Ville en Martinique. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que. Alors comment justement, quel est le profil et comment se décrit, quel est le profil de la prostitution localement? Est-ce qu'il y a d'autres plateformes possibles? Il y a toutes les marinas qui se développent et qui se développent en forme. Donc, il faut aussi aller jeter un coup d'œil sur les marinas. Aujourd'hui, on a au Terre-Saint-Ville une population latine, mais on a dans les différentes marinas, excusez-moi, une population martiniquaise. Et celle-là, elle n'est pas visible, elle est moins connue, on en parle moins. Mais elle existe, donc il n'y a pas que cette population latine. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population latine occupe les rues de Fort-de-France. Et voilà, donc quelle est la transmission? Et j'imagine que celles que l'on voit, ce sont les personnes dans des capacités de vulnérabilité extrême. Et on ne parle pas justement, comme vous le disiez, de ces personnes-là qui choisissent d'une autre manière d'user de leur corps. Donc, on a donc ces personnes en vulnérabilité et cette loi, hélas, va pénaliser des clients, mais elle n'est pas une loi de la globalité de la personne. Parce que là, je suppose que se tenir debout sur un coin de rue, sur une partie de la journée n'est pas non plus chose facile pour ces personnes. Alors c'est vrai qu'on stigmatise ces personnes, mais il y a également les réseaux mafieux. Là, on n'en parle pas et on ne les stigmatise pas eux aussi, puisque là est tout le gros du problème. Parce que je pense qu'en Martinique, on n'a rien, enfin, je le dis souvent, on n'a rien à envier aux autres pays où la prostitution est organisée. On a un peu de tout, on a aussi de la traite, on a tout ce que ça peut engendrer derrière avec le proxénétisme. Maintenant, on ne peut pas montrer ces choses. On voit les femmes et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc, cette loi, il me semble que ça ne va pas forcément arranger les associations. On attaque les mauvaises personnes. On attaque les mauvaises personnes parce que celles-là, elles essayent de subvenir à des besoins sous un moyen qu'elles ont choisi. Mais maintenant, il y a tout ce qui est derrière qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce sur quoi on devrait pouvoir s'attaquer. Arlette, Suzanne, je vous remercie grandement d'avoir répondu à nos questions. Merci. Plein feu pour continuer sur une alternative à l'hospitalisation en établissement. À temps complet, les soins normalement prodigués à l'hôpital sont effectués au domicile d'un patient. Quel est le profil des malades? Quels sont les avantages du système? Le point tout de suite avec Julien Goudichaud. 6 heures. Comme chaque matin, personnel de nuit et de jour se retrouve en salle de réunion pour faire le bilan.
Ce sont en moyenne 60 patients qui sont pris en charge ici et l'HAD Martinique Les 3S ne lésine pas sur les moyens. Psychologues, médecins, infirmiers, pharmaciens, assistantes sociales et j'en passe, un véritable petit hôpital à part entière. Un hôpital qui se déplace au chevet des patients, c'est ça l'originalité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le patient est chez lui, il a une date d'entrée et une date de sortie, comme dans n'importe quel hôpital sans jamais bouger de chez lui. Et les professionnels de santé libéraux n'ont pas d'inquiétude à avoir puisqu'ils retrouvent leurs patients. Certifié par la Haute Autorité de Santé, ce service permet de désengorger les hôpitaux en y prodiguant des soins identiques et totalement pris en charge. Beaucoup de médecins hospitaliers, c'est la plupart de nos patients d'ailleurs, qui font appel à l'HAD, de telle sorte que le patient ne revienne pas aux urgences le lendemain même parce qu'à domicile, il n'y avait pas l'accompagnement nécessaire. Le patient est pris en charge par les caisses d'assurance maladie et les mutuelles. Donc notre service social va veiller à ce que la couverture sociale soit efficiente pour que le patient n'ait rien à payer. Après la prise d'information, les infirmières se rendent au domicile d'une patiente dont l'état nécessite des soins hospitaliers. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Elle n'a pas chauffé, rien de particulier à signaler. Non, pas du tout. On lui a posé une sonde au niveau de l'estomac pour lui permettre de s'alimenter. La sœur de cette dame a découvert l'HAD, une unité disponible 24 heures sur 24 avec un suivi personnalisé. Véritable soulagement pour la famille et pour le patient qui peut rester auprès des siens. Sur place, c'est peut-être un peu lourd, mais on a notre malade, on voit la prise en charge, on peut discuter avec les médecins, on peut discuter avec les psychologues, les infirmiers. Même la nuit, on les appelle, on a une réponse, on a un encouragement, ils viennent sur place dès que c'est possible. Et si on doit faire l'intervention des pompiers, du service SOS médecins et tout, donc ils appellent pour nous SOS médecins. Et puis elle reçoit aussi tout l'amour de la famille, des neveux et nièces, voilà. Le patient, on lui explique tout ce qu'on fait pendant le soin. La famille est satisfaite par rapport à ça parce qu'ils se sentent impliqués. Et le patient, il se sent plus en confiance parce qu'il voit le plus souvent les mêmes personnes. On fait comme d'habitude, s'il y a quelque chose qui se passe, vous nous appelez, vous savez, on est toujours là, on arrive au moment où vous nous appelez. D'accord, ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà, merci. Au moindre souci, n'hésitez pas. À bientôt. Ouais. Ouverte depuis 2006, l'HAD Martinique Les 3S est la seule présente à ce jour. Gros plan maintenant sur le prestigieux concours régional de danse. La manifestation se déroulait aujourd'hui à l'Atrium. Danse classique, jazz ou même danse orientale, tous les styles étaient représentés. L'objectif pour les participants, décrocher le premier prix et la possibilité de représenter la Martinique au concours national qui aura lieu en mai prochain. Retour sur l'événement avec Elodie Toto. Iman a 10 ans et demi. Cela fait maintenant 1 an qu'il fait de la danse classique et déjà, il participe au concours régional de danse. Pour moi, c'est le début de ma carrière. C'est mon premier concours, alors je suis très stressée. Dans la salle, l'agitation est palpable. Pour mieux se concentrer, Iman n'hésite pas à s'échauffer à l'écart. La danse classique est aujourd'hui sa vocation. Pourtant, il est tombé dedans un peu par hasard. En regardant une émission, je suis tombée sur la danse classique et j'ai bien aimé. Et j'ai demandé à ma mère ce que je pouvais faire. Les candidats se succèdent, certains dansent en groupe, d'autres, comme Iman, font un solo. C'est vraiment sortir du contexte du spectacle de l'école de danse ou de simplement papa-maman qui me regarde et vraiment avoir un avis professionnel autre que mon professeur de l'année pour savoir ce que je vaux en danse. Donc oui, c'est vraiment valorisant parce que quand ils sortent de là, ils sont tellement contents, même dans le cas où ils n'ont rien eu. Une fois sa prestation achevée, Iman et sa famille se réjouissent. En tant que maman, je l'ai trouvé très très bien. Je suis très fière de lui. Après 1 an de danse, c'est que du bonheur pour ce petit bonhomme. J'ai bien suivi le rythme de la chanson. Et pour moi, je me suis bien avisée. Et les jurés aussi semblent satisfaits. Nous sommes très heureux d'être venus de métropole pour partager ce moment avec les Martiniquais. Et là, nous avons fait déjà une première délibération où, je dois vous avouer, nous avons déjà des lauréats pour le concours national de mai à Montpellier. Ces 4 dernières années, 5 danseurs se sont envolés pour la finale nationale. Iman saura dans quelques heures s'il a décroché son billet.
Refermons ce journal avec l'insolite du jour. Ce sont ces images captées en début de soirée. Il s'agit de celle d'une vache égarée sur l'autoroute au niveau de la Lézarde au Lamentin. Voilà, vous voyez, égarement qui a provoqué de nombreux embouteillages. Voilà, des images signées Michelet François. Et si vous aussi vous avez des infos, images, vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les nous par mail à l'adresse info@wipa972.com. Et puis n'oubliez pas que juste après ce journal, retour à Saint-Pierre, priorité au direct, toute la rédaction d'ATV est mobilisée pour vous faire vivre l'événement politique du jour, le second tour des municipales à Saint-Pierre. Pour le moment, restez sur ATV. L'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.